Bien, écoutez, au nom des membres du conseil d'administration de l'association Montagne en Page, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui consiste à envisager les modalités de sauver la montagne, une montagne dont on a vu ce matin qu'elle était remodelée par les différentes activités humaines et les aléas climatiques. Et pour cette table ronde, nous aurions souhaité la dédier à François Laborde, qui en 2004 était ici présent pour nous apporter les solutions qu'il avait émises dans ce livre Sauver la montagne, car il était très sensible à la défiguration d'un milieu qui lui était cher, d'autant qu'il était président de Mountain Wilderness. Et François était également un romancier de talent, toujours très ouvert sur les autres et sur l'environnement qui était le sien. Donc, pour traiter de l'avenir de la montagne et de la confusion qu'il y a parfois dans ces lieux entre l'être et l'avoir, entre le faire et le paraître, il était apparu intéressant de réfléchir sur l'instrumentalisation de la montagne et sur les modalités qui avaient contribué à la défigurer. Donc, habiter en montagne, c'est sans doute la comprendre, c'est s'adapter aux modifications du paysage et c'est respecter en tout cas celles et ceux qui y vivent sans oublier la beauté sauvage des hauts lieux et de la moyenne montagne. Donc, pour en savoir davantage et pour essayer de trouver des solutions à la métamorphose des différents endroits, nous avons donc invité Fiona Mill, qui est présidente de Mountain Wilderness, donc qui a succédé à François Laborde, et qui a publié cette année un ouvrage Réinventons la montagne. Un ouvrage, on verra tout à l'heure, très positif pour nous montrer quels sont les différents scénarios que l'on pourrait envisager pour arrêter les dégâts que l'on constate aujourd'hui. Et puis, nous avons Anne Barrios qui a écrit une thèse de géographie sur le thème « S'installer et vivre dans les vallées alpines ». Et comme tous les grands auteurs, elle n'a pas pris ces livres dans la mesure où effectivement ils sont déjà dans la tête de toutes les personnes qui s'intéressent au sujet. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Guy Mettan, qui vient de Genève et qui a écrit deux ouvrages particulièrement intéressants, l'un sur le Valais et l'autre sur la veille sauvage. Et il nous dira effectivement qu'il y a un certain nombre de raisons d'espérer lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui veillent à la protection des animaux et qui sont sans être, comment dire, culpabilisants, s'attachent à préserver le milieu naturel. Guillaume Desmures a publié cette année un essai sur le crépuscule des Jeux et nous dira comment son enthousiasme de ces années de jeunesse, lorsque les JO ont été décernés à Albertville, cet enthousiasme est largement retombé cette année quand il a été question de proposer les Alpes françaises comme site olympique à l'horizon 2030. Et puis Franck Picard, qui a une vision très particulière de la montagne, puisqu'il est d'une part champion olympique et d'autre part observateur lucide et éclairé de toutes ces métamorphoses du milieu dans lequel il s'est épanoui. Donc je voudrais vraiment demander à Fiona Mill comment elle perçoit les conséquences de la modernité, de cette modernité débridée qui est à la fois source de richesse, mais aussi puits sans fond où sont engloutis des sommes considérables dans un souci de rentabilité, de satisfaction des touristes et de fantaisie politique. Comment je vois cette modernité? En fait, j'aimerais d'abord démarrer par faire un lien avec le bouquin de François Laborde, parce que je trouve que c'est très beau de lui rendre hommage cette année.
Et je trouve que son livre Sauver la montagne, donc il l'a publié en 2004, et 21 ans après, il est encore profondément d'actualité. Parce que François, il avait pour état d'esprit, pour manière de vivre et de faire, de justement vivre avec la montagne, vivre avec les éléments naturels, vivre avec l'autre dans toute sa diversité. C'était véritablement quelqu'un qui était dans l'accueil et l'ouverture. Et je trouve que ces valeurs, elles sont fondamentales aujourd'hui dans la période en effet de métamorphose et d'incertitude qu'on est en train de traverser. Et puis, François, on le connaît aussi, on le connaît pour l'ensemble de ses topos d'alpinisme, mais on le connaît aussi pour son engagement pour la protection de la montagne, son engagement pour nos parcs nationaux, en se disant justement il faut qu'on protège le Mont Blanc, il faut qu'on préserve nos territoires de montagne, justement parce que l'humain, dans cette période de modernité, il arrive de moins en moins à vivre avec, il est de plus en plus dans un esprit de vivre contre, et de vivre un peu contre la nature et non pas avec elle, et peut-être de plus en plus, des fois, dans un esprit de montagne, d'une montagne support, à des activités humaines et non plus une montagne avec laquelle on est en relation, une relation de respect, une recherche d'harmonie, une recherche de compréhension mutuelle. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important de démarrer là-dessus parce que j'ai envie que cet esprit qu'a porté François Laborde durant tout son engagement, on le garde avec nous parce que je pense qu'il a porté des valeurs qui étaient essentielles. Et pour répondre à ta question, à ne pas l'esquiver, ce que je pense de cette modernité, je pense qu'en effet, aujourd'hui, en montagne, tu utilisais le terme de métamorphose, il est très bon. À la fois, on l'a vu ce matin avec la table ronde sur les glaciers, nos montagnes sont en train de vivre une métamorphose physique. Des paysages, la disparition de nos glaciers, les enjeux autour de l'eau, tout simplement les effets du réchauffement climatique qu'on se prend de plein de fouet. Qui sont les effets directs de cette période de modernité et de notre manière de vivre contre la nature et non pas avec elle. Mais nos territoires de montagne, ils sont aussi dans une période de début de métamorphose par rapport à l'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont écouté Étienne Klein ce matin, moi, il m'a beaucoup parlé quand il a dit dans les années 80, on pensait que les années 2000, ça allait être un sommet, et du coup, on se préparait aux années 2000 comme si on préparait un sommet. Et puis là, on est dans la période de descente, et cette descente, c'est l'incertitude, et on n'arrive pas à se projeter ailleurs. Et je pense qu'on en est là aussi un peu en montagne aujourd'hui. On voit de manière très visible les impacts de la modernité sur nos montagnes, les effets du changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'émiettement urbain qui grignote de plus en plus nos territoires. J'ai envie de dire une forme des fois, banalisation de nos territoires de montagne parce qu'on a essayé de reproduire là-haut ce qui existait déjà en bas. Des complexes touristiques démesurés, des installations qui n'avaient pas lieu d'être, d'avoir peut-être à 2000 mètres d'altitude, comme, je sais pas moi, une recherche de confort à outrance avec des piscines chauffées, avec des chalets, avec une taille qui en effet est bien trop grande. Et on est rentré dans cette ère du toujours plus en montagne qui aujourd'hui, où on en voit les impacts directs, on se dit mais est-ce que c'est toujours souhaitable? Est-ce qu'on n'a pas touché les limites de ce modèle? Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer autre chose? Moi, je pense que oui, évidemment. Mais on ne sait pas quelle est cette autre chose. Parce qu'on on cherche nos repères, en fait. On avait une boussole, on a l'impression de ne plus en avoir une aujourd'hui. Et donc, dans cette période d'incertitude, j'ai envie de dire presque de post-modernité, on se cherche. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de travailler dans mon ouvrage, c'est de me dire, réinventons la montagne. Ben oui, je pense qu'on est à cette étape-là aujourd'hui, en 2025, qui n'est pas de nier le passé de nos montagnes sur des décennies ou des siècles dans le rétroviseur, mais bien de se dire, aujourd'hui, on est dans une période où il va falloir être créatif
pour se créer une nouvelle boussole, pour se créer de nouveaux repères, de nouvelles horizons qui soient peut-être animés par des valeurs fortes, comme celles que portait François Laborde. Oui, François Laborde, qui était l'acteur engagé de causes qu'il refusait de perdre. Mais il y a eu une accélération de l'histoire qui a été très récente, du moins dans les prises de conscience, alors que justement des gens comme François Laborde, mais aussi comme Claude Lorius ou le roi Ladurie nous éveillaient déjà au début du siècle sur les conséquences dramatiques du réchauffement climatique avec des données objectives. Il y a malgré tout une prise de conscience que nous avons pu que l'on a pu constater ce matin en voyant les photographies des glaciologues. Je veux dire, on ne peut pas nier la réalité. Et c'est ce qui explique que l'enthousiasme des années 90, parmi les élèves du lycée de Moutier, cet enthousiasme est retombé ces derniers temps. Et ceux qui s'inscrivaient dans la modernité de la fin du siècle dernier sont peut-être devenus des antimodernes, non ? Alors, les questions de Michel, c'est... Je prends ma respiration. Alors déjà, j'étais au collège en 86, c'est ça 86, c'était... Non, 88, l'annonce des Jeux Olympiques d'Albertville. Voilà. 86, merci. Merci Franck. Il faut toujours un Franck Picard sous la main, c'est super pratique. En fait, la question que... Pardon, c'est un peu fort, ça va. La question à le thème, c'est une façon d'aborder ce qui se passe en montagne par laquelle on n'arrive jamais en réalité. Parler de modernité, on n'aborde jamais le sujet de la transition et de l'évolution de la montagne par ce biais-là. Or, il ne faut pas oublier que la montagne, c'est un territoire comme un autre, qui est soumis aux mêmes forces économiques, sociales, de l'histoire que les autres. Et si rapidement on vient en arrière pour parler de modernité, c'est quoi la modernité? Est-ce qu'on remonte aux années 60 avec la création des stations du plan neige, des stations de ski? Est-ce qu'on remonte à 45, la première station de ski moderne qui était Courchevel, qui invente l'idée qu'on va pouvoir construire en altitude, là où il n'y a rien, des bâtiments, on va reproduire une ville en réalité, en altitude, pour la pratique exclusive du ski alpin? Est-ce qu'on remonte à l'avant-guerre, où se développe la première économie du ski, dans les années 20-30, se posent les bases du ski moderne, il n'y a pas encore de station, mais on commence déjà à créer un business avec des magasins à Paris, avec des services, avec des hôtels, etc. Est-ce qu'on remonte à la révolution industrielle? C'est le tout début du XXe siècle et la deuxième moitié du XIXe, où là on commence à considérer la montagne comme une ressource et on va commencer à construire des routes, des barrages. Est-ce qu'on monte encore un peu avant où la montagne, ce sont des mines de charbon, par exemple? Est-ce qu'on remonte encore avant aux prémices de la philosophie des Lumières, Descartes, qui considère que la nature, comme l'a dit Fiona, c'est quelque chose d'extérieur à l'homme et que l'homme doit être possesseur de la nature, qui doit contrôler, maîtriser, exploiter, puisqu'il n'en fait pas partie. Voilà. Donc quand on parle de modernité, pour moi, ça remonte à ça. Et je reviens un petit peu vers notre époque. Ce qu'on connaît dans les stations de ski, notamment, et dans les montagnes, c'est simplement le fruit de l'évolution de notre société depuis 150, 200 ans. Et plus récemment, de ce moment assez étonnant de l'histoire que sont les 30 Glorieuses et les années 60, où, dans l'immédiat après-guerre, on commence à moderniser. Si on parle de modernité, on peut parler de celle-là, celle de l'après-guerre. On va moderniser l'économie à grande vitesse. Et pendant qu'on modernise l'économie, qu'on construit des autoroutes, des usines, des aéroports, des HLM, des villes nouvelles, on va aussi faire la même chose en station de ski et en montagne. Donc la modernité, elle se joue aussi là. Donc aujourd'hui, finalement, en montagne, on a les mêmes enjeux que partout ailleurs. On a les mêmes enjeux face au nouveau régime climatique, c'est la sécheresse, mais pas seulement, c'est moins de neige, mais c'est aussi des phénomènes climatiques extrêmes, c'est la fonte du permafrost, c'est la fragilité de nos infrastructures face à ça, c'est aussi la transition énergétique. Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose avec notre pétrole, parce qu'on va commencer à manquer.
la décrue a déjà commencé depuis 2008 et elle a un impact sur l'économie, notamment européenne. Je vous rappelle que la France est dépendante à 100%, 99% du gaz naturel et du pétrole. Donc, construire une économie, une modernité sur une énergie que l'on doit importer à 100%, on voit tout de suite que ça pose quelques problèmes. Or, l'économie de la montagne, et notamment les stations de ski, qui sont la pointe émergée, parce que ce sont les stations de ski qui génèrent cette activité fantastique. Et je le dis, à côté de moi, j'ai un champion olympique, mais aussi un commerçant de station qui a grandi en station de ski, qui gagne sa vie dans des magasins de sport et des hôtels. Comme moi, j'ai grandi en station de ski, pas la même. La mienne est beaucoup plus belle, plus grande. Et avec des parents commerçants et des grands-parents commerçants. Donc, comme le disait Fiona, je ne renie absolument pas ce passé-là. C'était une période absolument fantastique. Mais elle est basée sur des fondamentaux qui, aujourd'hui, sont en train de s'effriter. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour dire les choses de façon très claire, et puis après, je vais lâcher le micro, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stations de ski, les grandes stations de ski, je vous rappelle pour avoir un ordre de grandeur que les 11 stations de Tarentaise, Haute-Tarentaise, Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les Menuires et Saint-Martin-de-Belleville, on rajoute la Rosière, ça représente plus de la moitié de l'activité du ski en France. Ça représente plus de la moitié du business du ski en France. Ça représente plus de la moitié, dans cette vallée-là, plus de la moitié du chiffre d'affaires du ski en France. La seule vallée des Bellevilles représente 10%. C'est une vallée de 3500 habitants à l'année. C'est une vallée. C'est 10% du chiffre d'affaires du ski en France, qui est la deuxième ou la troisième destination mondiale. Le chiffre d'affaires du ski en France, il est estimé à entre 10 et 12 milliards d'euros. Donc vous voyez, ces ordres de grandeur sont faramineux. C'est pas tenable, d'autant que toutes ces stations, toutes ces communes, et c'est vrai aussi pour les Pyrénées, les Alpes du Sud, partout ailleurs, perdent des habitants. Donc aujourd'hui, on a des stations de ski, pour les plus grandes, qui gagnent encore extrêmement bien leur vie. Je peux confirmer, l'hiver dernier, sur le plan du business, c'était génial. Voilà. Oui, dans la vallée des Bellevilles, ils sont contents. Hein. C'est super. Il y a du pognon qui est rentré. Tant mieux. Je ne dis pas ça encore une fois, je viens de ce monde-là et j'en vis encore et j'y étais il y a 3 jours. Donc c'est pas du tout une critique, c'est un constat. Ça marche encore. On a des élus qui sont au service de cette économie-là, et je le dis de façon très factuelle, les élus de montagne sont au service de cette économie. Donc quand ils prennent des décisions, c'est au nom de la préservation de cette économie, des emplois. Donc tant que ça fonctionne, que ça génère de l'argent, et que les élus sont au service des quelques tenants de cette économie, rien ne changera. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Rien ne change fondamentalement, profondément. Il se passe des choses à la marge, alors on s'amuse, alors nous on essaie de se battre un peu, on agite des trucs, on fait des conférences, on écrit des bouquins, on se frite un peu sur les réseaux sociaux avec le lobby du ski, etc. Moi j'écris un bouquin sur les JO 2030, qui sont la perpétuation. Comment est-ce qu'on peut faire durer ce truc le plus longtemps possible, et notamment les prix de l'immobilier qui sont au cœur du modèle. Les JO 2030 servent à ça. Les JO 2030 servent à poursuivre, maintenir le modèle économique le plus longtemps possible. Bon, parce que ça gagne encore. Donc je terminerai là-dessus. Tant que ça gagne du blé et que les élus sont au service de cette économie-là, il ne se passera rien. Donc, votez en 2026 aux élections municipales. Merci. Voilà, je rappelle le livre de Guillaume Desmurs, là, Le crépuscule des jeux, où il porte un regard lucide et, je dirais, objectif et sans du tout d'acrimonie sur une réalité et sur un paysage qui s'est transformé, sur des activités économiques qu'il convient de poursuivre, mais peut-être pas à n'importe quel prix.
Et en ce qui concerne donc Franck Picard, qui a certainement un regard très personnel sur le sujet, puisqu'il est champion olympique, comme on l'a dit, il est commerçant, mais il est surtout écrivain. Il a écrit deux livres de chroniques hein, sur son expérience et sur sa vision qu'il a de la fragilité d'un univers qui lui est cher, puisque c'est vraiment un enfant de la montagne. Donc il est d'un côté soucieux de se souvenir hein, de ses exploits passés sur les pistes du monde entier, et puis d'un côté soucieux aussi de préserver cet environnement qui lui est cher. Alors comment trouver cet équilibre? Comment trouver un équilibre, comment trouver une suite, c'est pas évident. Merci Guillaume pour cette belle entrée en matière, merci Fiona. J'ai un regard qui est finalement assez proche de Guillaume sur les jeux, c'est un constat que je fais aujourd'hui, mais sur le fond, je suis totalement opposé à ce qu'il vient de dire. Depuis tout gamin, je rêve de JO, je pense que lui aussi, je pense que tout le monde est dans cette optique-là. Et mon objectif premier, c'était de dire que ces jeux étaient un objectif pour faire changer les choses. Force est de constater que les choses n'évoluent pas aujourd'hui, qu'il y a très peu de mobilisation, très peu de changement d'attitude par rapport à la montagne, par rapport au développement. Ce que Guillaume, je reprends souvent cet argument qui m'avait avancé lors d'une discussion. J'ai pas lu ton bouquin, je suis navré, mais nos échanges ont été suffisamment riches à ce sujet. On se retrouve finalement aujourd'hui avec un problème d'urbanisme en montagne, qui est un vrai problème. Le prix du mètre carré au Cési, qui est une petite station, est l'équivalent du prix du mètre carré à Megève, qui est aux alentours de 12 à 15 000 euros le mètre carré. Et ça se vend. Il n'y a aucune attente pour tout ce qui se construit encore aujourd'hui. Et c'est bien le problème. Nos élus nous répondent que c'est logique, ça se vend, donc on continue d'en faire. Et je leur dis, bah oui, tant que vous mettez des choses dans la vitrine, forcément, il y a des acheteurs qui se sortent là. C'est une élite qui est capable de venir à ces prix-là. C'est presque dramatique pour les gens du pays qui sont obligés de descendre aux vallées pour se loger. C'est le cas de nos saisonniers, c'est le cas de plein de monde. Je suis effectivement... pas le cul entre deux chaises, mais le derrière entre deux chaises. On m'a reproché longtemps, puisque ça fait 20 ans que je tiens ce discours, de cracher dans la soupe. Mais qui, mieux que moi, peut parler de ça? Je suis champion olympique, je suis fils de commerçant, je suis commerçant aujourd'hui, j'ai 50 personnes, 50 salariés qui travaillent pour le ski en hiver et aussi un petit peu en été. Voilà. Donc, je suis pourtant très très mobilisé pour que cette montagne évolue. J'essaye d'amener ma pierre à l'édifice en essayant de mobiliser nos élus justement pour que, au travers de nos discours, on soit capable d'adhérer et pour que les élus, parce que ne croyez pas que c'est simple pour eux, les élus ont aussi une pression énorme pour équilibrer leur budget, pour faire plein de choses. Mais tant que il n'y a pas une population derrière ces élus pour leur dire « on est avec toi pour que tu sois capable de dire non au prochain permis de construire », il va continuer de dire oui. Donc ce problème-là est essentiel et majeur, et je pensais vraiment qu'avec les Jeux, on serait capable d'inverser la tendance. Les Jeux Olympiques ont bien sûr cet aspect espoir, cet aspect rêve auprès des enfants, auprès des adultes. Encore tout à l'heure, on discutait avec des personnes, chacun se rappelle d'Albertville de 92 et de l'effervescence qu'il y avait. Cette effervescence, j'y crois toujours, mais on doit s'en servir pour justement s'en servir de levier pour qu'on soit capable de donner une nouvelle donne à cette montagne. Pourquoi pas donner un signe fort en disant, voilà, en 2030, toutes les stations de montagne arrêteront l'urbanisation et seront capables de stopper le béton. Je pense que là, vous avez un public qui sera totalement fier de ce qu'on serait capable de proposer à ce moment-là. Imaginons qu'en 2030, on soit capable aujourd'hui de dire, voilà, à l'horizon 2030, plus aucune remontée mécanique au-delà de ce qui est existant aujourd'hui. Simplement renouveler, tant soit peu, le matériel pour qu'il soit encore adapté à la sécurité des clients. Là aussi, on aura un signal extrêmement fort. J'ai proposé au JO, à l'équipe en place,
ils m'ont pas recruté, hein, je vous rassure. Mais j'ai proposé de décaler ces Jeux Olympiques, puisque vous le savez peut-être, mais ils se déroulent tout le temps au mois de février, qui est une période extrêmement forte pour l'économie de montagne. Donc c'est une galère à chaque fois sans nom auprès des hôteliers, auprès des hébergeurs, etc., qui ont un manque à gagner. Décalons ces Jeux Olympiques à fin janvier, début février, et vous solutionnez, un, le problème de l'économie, et deux, le problème des villages olympiques, de tout ce que vous voulez, puisque ces résidences sont vides à ce moment-là. Et donc vous avez d'une pierre deux coups, enfin bref, je ne veux pas m'étaler ici sur ces JO, mais voilà, j'aimerais bien en discuter avec Guillaume de temps en temps, mais je crois qu'il y aurait tellement de signal fort à donner auprès de la population pour dire que ces jeux servent de repère, servent de flamme pour proposer une nouvelle donne à la montagne. Ça, c'est mon avis. Après, voilà, je veux juste vous dire que c'est pas simple pour la montagne. Je suis vivant, je suis là-haut, je vis là-haut à longueur d'année. On essaye tous de sauver notre peau, parce que c'est un peu ce qui risque de se passer dans les années qui viennent. Donc on essaie bien sûr de reconvertir, de faire tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de panacée. Aujourd'hui, le ski alpin nous fait vivre. Donc voilà, on essaye de sauvegarder les choses que l'on peut. Chacun essaye de réduire la voilure, ça aussi, soyez-en certains. Mon parc de location est passé de 4000 paires à 3000 paires, et puis on va certainement réduire encore un petit peu, parce que la demande n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques années. La fréquentation est devenue plus difficile. Le sport, le ski alpin ou le sport, venir en montagne coûte cher. Donc il y a une petite sélection qui n'est pas très saine non plus. Donc on est tous conscients de ça, et j'espère qu'on sera capable, avec ces jeux, de donner un signal fort. Mais, encore une fois, ils ne m'ont pas recruté, donc il y a peu de chances que ça arrive au bout. C'est mal parti. Voilà. Merci Franck. En tout cas, sous le prétexte du sport, on a l'impression d'une instrumentalisation de la montagne. Et ce que tu proposes, c'est certainement une dynamique d'adaptation vertueuse des équipements et des comportements et des pratiques. C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on se contente aujourd'hui de faire des Jeux Olympiques Albertville bis ou Grenoble bis, et ça n'existe plus. C'est plus ce qui est demandé, ce n'est plus ce qui est souhaitable, ni par les uns ni par les autres. Je suis sportif, je l'ai vécu. J'ai vu disparaître un glacier, j'ai vu disparaître Tignes en 40 ans. On était sur un glacier extrêmement fabuleux, on descendait quasiment jusqu'en bas, et à la fin de ma carrière, on ne skiait que sur la partie tout au sommet du glacier de la Grande Motte, et ce glacier a disparu. Donc je sais très bien où on va et ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, les athlètes ne désirent pas ça, ils ne désirent pas traverser la planète 4 fois avant d'aller faire une course de ski, c'est pas vrai. Donc chacun se sent responsable, à nos élus de faire le reste, mais encore une fois, il faut qu'ils soient soutenus derrière, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, avec la fonte des glaciers, peut-être que tu retrouveras les skis que tu disais avoir perdus dans ton premier livre. Voilà. En tout cas, on a bien vu que des villes avaient été construites à la montagne, ce qui n'empêche pas de s'installer et de vivre en montagne, notamment dans les hautes-vallées alpines. Donc il y a peut-être aussi une façon plus raisonnable d'envahir les stations et les villages des Alpes. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Je note dans un coin de ma tête le mot envahir, que tu viens de prononcer. Alors pour recontextualiser un peu, j'ai travaillé pendant 3 ans sur une thèse qui a interrogé l'installation d'habitants dans des vallées plus ou moins isolées des Alpes françaises. Et donc ça c'était juste avant le Covid. J'ai juste mis en avant, documenté un phénomène qui commence à exister dans les Alpes depuis les années 70-80 et qui était présent, c'est-à-dire l'installation de façon plus ou moins marginale d'habitants qui venaient vivre pour le cadre de vie et pas pour l'économie avant tout, pas pour l'emploi saisonnier, mais parce que le cadre de vie, la qualité de vie était intéressante pour eux. Et donc après le Covid, on a vu quand même, c'est pas vraiment encore documenté non plus, mais on a vu l'explosion, ou en tout cas l'arrivée assez importante de nouveaux habitants qui quittaient les villes pour venir s'installer dans ces vallées, de façon plus ou moins isolée, mais en tout cas dans les espaces un peu plus ruraux français.
Et ça aurait pu être assimilé à ce que tu dis, à une sorte d'envahissement, ouais, voilà. Et ça m'interroge beaucoup, et notamment en lien avec tout ce que vous avez dit aussi, parce que moi, du coup, je réfléchis à la montagne habitante, à la montagne qui fait vivre le territoire, au réseau qui se crée, à la vie locale, et aux événements, par exemple, qui ne sont pas créés pour des touristes, mais et des résidents secondaires, bien que tout le monde fasse vivre aussi ces territoires, mais qui sont aussi créés pour les habitants. Et donc, sauver la montagne, pour moi, c'est avant tout sauver aussi l'économie locale, la vie habitante. Je m'interroge là-dessus en comparant ces derniers temps avec d'autres espaces ruraux qui sont moins connus, qui n'ont pas la visibilité de ces territoires-là qu'on a tout autour de nous aujourd'hui, et qui attirent des habitants, des jeunes, et qui surtout les font rester. Le problème de nos vallées, de nos montagnes, c'est que les habitants n'y restent pas, notamment à cause du logement. Il y a 2 semaines, je crois, pour reprendre un exemple, je crois que le Dauphiné Libéré a relayé un exemple de grange dans le Beaufortain à vendre à 600 000 €. Donc une grange à complètement réhabiliter. Et quand on voit ça autour de soi, quand on peut acheter aussi, et quand on a envie d'acheter, je peux vous dire que les personnes que j'ai rencontrées, les jeunes que j'ai rencontrés qui ne pouvaient pas le faire, finissaient par partir et pourtant c'était elles qui faisaient vivre le territoire. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment interroger, nos modes de vie. Si on est amené à vendre, est-ce qu'on ne s'assoit pas un peu aussi sur des sous et on préfère vendre à des résidents permanents, des jeunes? Je sais que c'est pas facile à dire et moi, si j'ai à vendre aussi l'appartement que j'ai acheté, peut-être que va falloir faire ça en fait. Mais en fait, je le ferai. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus important de faire vivre le territoire, la montagne, que continuer à en fait, valoriser aussi la montagne touristique, qui est importante, mais je me pose vraiment des questions sur son avenir à long terme. Je me demande si on n'est pas en train de changer un peu de paradigme d'une montagne touristique à une montagne un peu plus respectueuse et habitante. Alors c'est sûr que ça met du temps, mais je pense que ça viendra peut-être petit à petit. Cela dit, s'il y a des installations dans ces vallées alpines, ça suppose aussi une refonte des services publics qui n'existent pas forcément et qu'il faut... Je veux juste rajouter un lieu touristique, mais c'est aussi surtout un lieu d'investissement immobilier. Ce qui fait tourner les communes de montagne, c'est l'investissement. Les gens qui investissent et qui placent, parce qu'il y a du rendement. C'est ça, dans ma vallée, en un an, 2023-2024, vous savez, les notaires donnent un chiffre chaque année sur l'évolution des prix de l'immobilier. Dans la vallée des Belleville, 2023-2024, c'est plus 14% les prix de l'immobilier. Comment est-ce que vous voulez arrêter ce truc-là? Alors, il peut y avoir des initiatives individuelles comme la tienne, ou en l'occurrence comme la mienne, qui est de privilégier de vendre à des habitants à l'année, mais ça ne tient pas face à plus 14% des prix de l'immobilier. C'est vachement rentable. Quand vous avez du blé, que vous êtes un Londonien ou un Lyonnais, j'ai rien contre eux, hein, et que vous voulez placer de l'argent, je vous défie de trouver un placement qui rapporte 14% par an. C'est des choix rationnels, mais la rationalité n'a rien d'écologique. Hein. Et en tout cas, si on franchit la frontière, oui. Change ce paradigme. La rationalité ne dit pas ça, parce que tu propages ce paradigme qui est de dire l'écologie n'entre pas dans l'économie. Donc quand on prend des décisions rationnelles, elles sont de l'ordre de l'économie, du rendement, et donc l'écologie n'a rien à voir. Non, protéger l'environnement, c'est rationnel, parce que sans environnement, on meurt.
Oui, mais les investisseurs, eux, ce qu'ils voient, c'est finalement leur profit, enfin, leur intérêt. Tous les individus voient leur profit. Mais c'est à nous de prendre de la hauteur et de dire ce qui est rationnel, c'est de protéger l'environnement. Ce qui est rationnel, c'est de changer notre façon de faire. C'est pas rationnel. Ce que font aujourd'hui les entrepreneurs en station de ski et les maires, ça n'est pas rationnel. C'est destructeur. C'est peut-être rationnel à très court terme, mais c'est destructeur. Donc je me permets juste de réagir. Il faut changer ce paradigme qu'on a dans la tête. L'écologie, c'est pas quelque chose qui est à côté. Il faut arrêter de dire, ouais, il faut qu'on trouve une troisième voie qui, et ça mes élèves en école de commerce me le disent parfois, donc ça me fait bondir, il faut juste qu'on trouve une troisième voie pour concilier l'économie et l'écologie. Si on continue à penser comme ça, on va crever. On ne doit pas concilier l'économie et l'écologie. L'écologie, c'est l'environnement, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre qui fait pousser la nourriture, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui permet que vous, nous, moi, on soit vivants. Donc, ce n'est pas une question d'économie d'un côté, environnement de l'autre. Si on était rationnel, on arrêterait de couler du béton en station. Ça serait rationnel. On arrêterait de monter en bagnole, ça serait rationnel. On viendrait au festival de Passy, du livre de Passy, en train ou à vélo, comme Fiona, mais bon, je ne suis pas au niveau, j'y arrive pas. C'est ça qui serait rationnel. Voilà. Excuse-moi, Michel. Donc il faudrait plutôt injecter de l'éthique dans les comportements. Mais on reviendra sur le sujet, mais je voudrais franchir une frontière et passer en Suisse. Je veux juste rajouter à ça, le rationnel, nos clients, nos investisseurs sont capables de l'avoir. Il y a un deuxième effet scélérat, c'est toutes ces lois de promotion immobilière qui sont comme, moi je fais le comparatif avec un athlète, c'est du dopage. C'est-à-dire que grâce à ces lois, vous devenez propriétaire d'un appartement, vous faites un énorme placement en montagne, en fait vous foutez de votre appartement, il est là, il va vous rapporter tant. Et rembourser la TVA. Et tous les phénomènes, j'en cite au moins une dizaine de lois, ça passe de la loi d'Eurobien jusqu'aux dernières. Ces lois permettent ça. Et finalement dopent le système, donc continue de faire affluer du béton en montagne, et c'est finalement ce qui fausse le problème. Parce qu'on n'a plus une réelle demande, on a simplement un placement financier très intéressant pour chaque investisseur qui arrive, qui tient son lot pendant 9 ans au sein d'une résidence et qui après s'en va. Dans le meilleur des cas, puisque bien souvent, ces résidences périclitent et au bout de quelques années d'exploitation, elles perdent leur attrait et donc elles perdent leur client. Donc ça aussi, c'est un énorme problème pour la montagne. Et toutes ces lois, c'est du dopage pour la montagne. Et c'est de l'argent public en plus, donc c'est un manque à gagner pour l'État. Voilà, c'est aussi pour préciser les choses. Vivre en montagne, c'est aussi vivre au Cési, par exemple, au mois de mai, il n'y a rien. Rien. C'est-à-dire pas une boulangerie, pas un médecin, pas une pharmacie. Voilà. On descend à Crévoland, effectivement, c'est à 10 km. C'est à 10 km, effectivement, il faut se déplacer, mais vous avez dans une station traditionnelle des mois où il n'y a rien. Donc c'est aussi, ça fait partie du décor et c'est jamais très simple de vivre dans ces endroits-là. Il faudrait aussi le préciser à chacun. Le drame des lits froids. Mais si on fait quelques kilomètres et que l'on passe la frontière, on se retrouve dans le Valais, qui est un territoire très contrasté, tant sur le plan géographique, sur le plan linguistique, sur le plan économique. Et malgré tout, en lisant le livre de Guy Métan sur le Valais et en se plongeant dans son livre sur la veille sauvage, on a l'impression d'un territoire à la fois simple et authentique où le patrimoine semble préservé contre la tentation immobilière. Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que le problème du Valais est exactement le même que celui qui a été exposé tout à l'heure. Mais peut-être, si vous permettez, j'aimerais, étant donné que j'ai le bénéfice d'avoir quelques années de plus que la moyenne, l'expérience de plus, puisque j'ai 70 ans maintenant, et puis que j'ai vécu, je suis né en Valais et j'ai vécu 50 ans à Genève, d'avoir l'expérience à la fois. Et j'ai toujours un pied-à-terre au Valais, et effectivement d'avoir à la fois l'expérience, on va dire, de montagnard et de citadin. Pour moi,
les habitants, les résidents des montagnes ont toujours eu un problème avec la modernité. Quand j'étais petit, j'avais honte d'être un montagnard. J'avais qu'une envie, c'était de fuir à la ville. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai été y étudier, j'y suis resté. Pourquoi? Parce que les montagnards souffraient d'une image souvent négative. Rappelez-vous par exemple l'expression de crétins des Alpes. Donc on nous traitait pour des arriérés, des retardés, des crétins, des gens qui étaient à la remorque du progrès, pour revenir à l'explication de ce matin. Moi-même, j'ai été victime de ce type de vue. Les deux premiers livres que j'ai écrits, dans les années 80, le premier c'était en 86, ça s'appelait « Le Valais à l'avant-garde de l'Europe », point d'interrogation. Et puis le second, le deuxième, c'était « Création et innovation en Suisse ». Donc l'idéologie qui sous-tendait ces deux livres, c'était de se dire « Oui, mais il faut qu'on innove parce qu'on est en retard, il faut qu'on rattrape ce retard, ça fait 50 ans qu'on court après, donc il faut qu'on se précipite pour justement arriver enfin à être à l'avant-garde, on va dire, de l'Europe. » Maintenant, évidemment, avec les derniers livres que vous venez d'évoquer, ma position a radicalement changé. Et je suis plutôt devenu un conservateur, dans le sens, on va dire, positif de ce mot, sens de conservation du patrimoine culturel et du patrimoine naturel. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est juste une catastrophe. Parce qu'au fond, on va rester dans les Alpes, les habitants des Alpes ont complètement perdu le contrôle de leur destin. Parce qu'est-ce qu'on a fait? On a bradé, on a complètement bradé toutes nos ressources. On a bradé nos ressources en terrain, avec la spéculation immobilière, avec la construction de stations de ski géantes, avec la construction de barrages géants. Il n'y a pas que le ski et le tourisme. Chez nous, on fait des barrages où on investit 1 ou 2 milliards de francs, d'euros dans ces barrages. Et tout à l'avenant. Et maintenant, on se retrouve, j'ai l'impression, mais je crois que c'est le même cas pour la France, on se retrouve colonisé. Au fond, la montagne a été colonisée par les citadins. C'est par exemple mon cas. Je ne vais pas dire que j'ai, en habitant à Genève, mais j'ai, par exemple, mes frères et sœurs, j'en ai 4, sont restés en Valais. Mes moyens que j'ai, on va dire, financiers, que j'ai pu accumuler à travers ma vie de travail, me permettent d'acheter, on va dire, de terrain. Mais dont mon père et ma mère arrivent bientôt à 100 ans. Hein, c'est une question de moi. Je refais la rétrospective. Mais après avoir travaillé 50 ans à Genève, je me retrouve avec des moyens financiers supérieurs aux leurs. Donc je peux investir. Et j'investis rationnellement, on va dire économiquement rationnellement, mais c'est pas sûr que ce soit écologiquement rationnel, effectivement. Mais eux non plus, ont moins de moyens que moi, ou ils en ont plus. Et ça veut dire que, au fond, la montagne se retrouve colonisée par les citadins. Quand vous achetez quelque chose à Verbier, c'est juste inaccessible, ou n'importe où ailleurs, hein, à Megève, inaccessible pour les gens du coin. Il n'y a personne qui peut investir, aucun consortium alpin qui peut investir 1 milliard dans un barrage. Donc plus rien, au fond, ne nous appartient en tant que ressortissants. Et là, il faudrait reprocéder, puis c'est un terme à la mode, à une décolonisation de nos montagnes pour pouvoir reprendre en main notre destin, commencer par le patrimoine, on va dire, terrain, enfin, et puis le patrimoine culturel, si on peut parler de la culture. On a perdu notre culture. Il reste encore un petit peu de fabricants de fromage, au Beaufortin ou en Valais. Il reste encore quelques traditions autour des vaches. Mais je veux dire, pratiquement tout a disparu. Et ça, c'est un drame. Enfin, je crois qu'on est d'accord sur ce diagnostic. Maintenant, je termine juste par une petite note quand même plus positive. C'est que, et je trouve qu'effectivement, en réinvestissant mon lieu d'origine, il y a quelques années après ma retraite, j'ai fait le tour du Valais à pied en 55 jours de marche en solitaire. Je raconte, c'est un peu un voyage à la Sylvain Tesson, on va dire local, mais voilà. Et puis, où je raconte les anecdotes, toutes les rencontres avec les paysans,
les gens des hôtels, enfin tout ça. Et puis, effectivement, j'ai fait un livre avec les gardes-faunes, donc les personnes qui s'occupent des animaux. Parce que là aussi, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que des habitants humains dans ces montagnes, il y a aussi la faune et la flore, qui sont des habitants vivants de nos montagnes et auxquels on ne pense pas forcément. Et là, il y a un effet, on va dire, positif du réchauffement climatique, c'est que la faune, souvent, revit. Elle se redéploie. Parce qu'avec la progression des forêts, il y a plus d'animaux maintenant qu'avant. Par exemple, le cerf devient une espèce invasive. En Valais, en tout cas, il y a beaucoup trop de cerfs. Parce que ça prolifère dans les forêts, et donc il faut abattre des cerfs en surnombre, parce que ça finit par ronger les arbres et donc participer à une redéforestation. Le chamois, lui, est en perte de vitesse, parce qu'il est attaqué par le loup. Le mouflon, qui se trouve pas loin d'ici, du côté du Val d'Abondance, est en reflux complet avec le loup. Mais le loup est une nouvelle espèce qui n'existait pas il y a 20 ans. Le bouquetin est en pleine expansion. Donc il y a des choses qui se passent. Par exemple, vous avez des nouveaux animaux. Il y a un serpentaire d'Afrique, le circaète Jean Leblanc, qui maintenant a réinvesti les Alpes, ou investi les Alpes, et qui se nourrit que de vipères. Il niche depuis quelques années dans nos Alpes. Il y a le vautour fauve, n'existait pas avant. Donc, il y a des transformations, juste pour signaler, il y a aussi des transformations, on va dire, positives, notamment pour ce que j'ai étudié d'un peu plus près, on va dire, de la faune et de la flore aussi, d'ailleurs, mais c'est encore un autre chapitre. Donc, en dernier mot, je pense que le titre de notre table ronde, c'est Sauver la montagne. Alors, j'ai beaucoup de soucis pour les habitants des montagnes, de quelque nature qu'ils soient, que ce soit humains ou animaux ou flore. J'ai pas de soucis pour la survie de la montagne, parce que comme on peut voir, la montagne sera toujours là et on aura disparu depuis longtemps. Elle sera encore là. Ça, c'est je ne sais pas si c'est un grand message d'espoir, mais enfin, ça permet aussi de conclure sur une note positive. Et il y aura toujours des poètes pour s'émerveiller de la beauté simple du monde. Mais que ce soit donc dans les Alpes ou que ce soit dans le Valais, on a effectivement, vous avez bien dit, hein, qu'il y avait une urbanisation à outrance, une spéculation infinie, et puis aussi des comportements excessifs d'une société ludique qui ne veut pas s'arrêter. Or, il est important peut-être d'avoir une réflexion éthique, et c'est ce que l'on voit dans le livre de Fiona Mill, une réflexion éthique qui permet de mieux comprendre les rapports qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature d'une part, mais aussi entre les montagnards de souche et les touristes, et aussi les sportifs, parce que chacun finalement défend sa passion pour la montagne. Juste une petite observation. Ce qui m'a frappé, j'ai commencé ce livre après le Covid. Et les gardes-faunes, donc qui sont en permanence tous les jours dans la montagne, m'ont dit qu'il y a eu un changement entre l'époque avant, pré-Covid et post-Covid. Parce que le Covid a remis les gens dans la montagne. En France, je crois que c'était pas possible de se balader même tout seul pendant le Covid. Chez nous, pas. En Suisse, pas. Mais il y a eu un réinvestissement massif de la montagne après le Covid. Et ce qui m'a frappé, c'est que chacun se sent propriétaire de la nature. Je ne parle même pas de la montagne. Vous avez les éleveurs, ils s'estiment propriétaires de tout l'espace pour leurs vaches, leurs moutons, etc. Vous avez les touristes qui estiment avoir tous les droits, y compris sur les animaux sauvages. Là, ils me racontaient les gars. Vous avez des gens qui viennent avec leurs drones, et avec leurs drones, ils vont juste derrière le cul des bouquetins pour les suivre à la trace, observer tout ce qu'ils font, ce qui crée des paniques dans les troupeaux qui partent en courant et qui se dérogent parce qu'ils ont peur. Donc, vous avez les électriciens qui, eux, estiment de pouvoir bétonner n'importe quelle rivière, capter n'importe quelle source au détriment des poissons. Vous avez... tout le monde s'estime propriétaire de la nature, alors qu'évidemment, on n'en est que les usagers, on n'en est même pas les locataires, on n'en est que des usagers. Et ça, c'est une mentalité qui est très difficile à déraciner. Oui, c'est pour ça que Fiona pourrait nous éclairer sur justement
les rapports qui doivent être réinventés entre locataires et propriétaires. Et pas que, en effet, tu utilises le terme d'éthique. Pour moi, c'est très important aujourd'hui dans cette période d'incertitude de se poser la question de comment nous voulons vivre demain en montagne et comment on souhaite vivre avec cette montagne et avec l'ensemble de ses habitants, humains et non humains. Et cette approche éthique, elle est essentielle parce qu'on voit bien, là, on a parlé de problèmes économiques, on a parlé de problèmes politiques, on parle de problèmes d'ego, de comportement. Soit on essaye de résoudre chaque problème à un, ce qu'il faut faire, soit on se dit ce ne sera pas suffisant parce que ce qu'il faut, en effet, c'est enclencher un changement de paradigme. Et moi, je suis convaincue par ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où c'est un changement qui est culturel et il est profond, c'est une transformation de nos manières de vivre en montagne, nos manières de penser, en montagne et pas que, hein, c'est juste qu'aujourd'hui on parle de montagne, mais en effet c'est une transformation de nos manières d'habiter la Terre qui se joue aujourd'hui et qui doit jouer très rapidement dans les quelques décennies, et c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est une question qui est fondamentalement éthique. Et aujourd'hui on l'aborde vraiment de manière trop technique. Et ça plombe tout le monde. On le voit bien si on parle juste de réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si c'est fondamental, que c'est essentiel et c'est une condition d'habitabilité de nos montagnes et de la Terre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si on parle juste de cette petite réduction pas petite, mais de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on n'embarque pas tout le monde parce que c'est technique. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'ont les scientifiques à partager parfois leurs messages, qui disent à tous les jours on lance un cri d'alerte, on a l'impression de ne pas être entendu, et c'est vrai parce que les humains, on est profondément irrationnels, la preuve, et donc ça montre bien que cette irrationalité, si on n'arrive pas à être des êtres de la rationalité, il faut qu'on arrive à faire bouger des lignes par d'autres façons. Il faut qu'on arrive à réinventer la montagne en allant se questionner sur qu'est-ce qu'on veut, quelle éthique on souhaite, comment on a envie de vivre. Et du coup, cette période-là, ces questionnements-là, moi, ils m'intéressent beaucoup parce que quand on les touche de près, on se rend compte que, bah oui, les problèmes, ils sont immenses, que les gros cailloux, que les gros freins, ils sont bien là. On a parlé des lobbies, on a parlé des intérêts individuels et des intérêts collectifs. Ils sont bien là et franchement, ils sont clairement compliqués. Mais en même temps, quand on va sur le champ de l'éthique et de qu'est-ce qu'on a envie au fond de nous, dans nos tripes, et ben des fois, on arrive à embarquer. Et je trouve qu'en montagne, moi j'ai l'occasion de rencontrer un paquet d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques, des élus, des habitants, des collectifs citoyens, des assos, des néo-ruraux et des pas néo-ruraux, qui en fait ont juste envie d'être là, qui ont envie de vivre sur ce territoire, qui aiment ce territoire profondément, qui ont envie de le préserver, mais qui aujourd'hui se demandent quoi faire. Et ce qui me donne de l'envie tous les matins, c'est de mettre toutes ces énergies individuelles, et je suis sûre que dans la salle, il y en a un paquet, ensemble, pour faire en sorte que ce changement de paradigme, il opère. Parce que si on n'y arrive pas à faire ça, si on essaie juste de régler nos petits problèmes techniques, ben en effet, on va continuer à avoir les glaciers qui se cassent la figure, on va continuer à avoir une biodiversité qui, en effet, des fois, profite des espaces de liberté qu'on lui laisse quand on réduit notre trace, mais qui, au fond, est quand même en train de s'effondrer à l'échelle planétaire. On va continuer à ne pas pouvoir se loger dans nos montagnes, etc., etc., si on ne repense pas aux profondeurs de manière de vivre. Et donc, dans le bouquin « Réinventons la montagne », moi, j'ai fait 3 scénarios pour questionner justement notre éthique, qu'est-ce qu'on a envie pour nos montagnes. Et dans le 3e scénario, je me suis permise de me mettre en 2030, parce qu'en effet, c'est un gros jalon, on l'a bien vu avec les JO, dans une perspective où on s'est posé ces questions-là. Qu'est-ce qu'on souhaite? Et en fait, dans ce scénario 3, les Jeux d'hiver ont lieu, mais il y a un autre événement sportif, c'est qu'il y a des sportivades. Même, il y a des montagnardes, une grande fête de la montagne. Et il y a un volet sportif, donc je veux bien embaucher Franck, parce que peut-être ça vous donnera une petite lueur d'espoir, mais suite au livre, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rencontres, et il y a des gens dans le public qui m'ont dit, mais pourquoi on ne les fait pas, ces sportivades? Ok, il y a les jeux, on a bien compris que les jeux, c'était pas d'avenir, que justement c'était des jeux de l'ancienne modernité, mais ils sont plus du tout modernes. Est-ce qu'on pourrait pas inventer une grande fête de la montagne qui soit profondément respectueuse de nos montagnes et qui nous donne envie?
Et donc là, il y a un collectif qui est en train de se lancer pour justement organiser une grande fête de la montagne en 2030. Et je vous invite à suivre dans les prochains mois. Il y a peut-être des petites choses qui vont apparaître. Et tout ça, moi, ça me donne de l'envie. Parce que je me dis, en fait, si des initiatives individuelles et collectives, soit on les met de côté et on continue à se concentrer sur les gros cailloux qui sont des freins énormes, soit tous ces petits cailloux minuscules, on en fait un gros bloc et on essaye aussi d'agir sur le torrent, quoi. Et moi, ça me motive. Et c'est ça que j'ai essayé de porter dans ce chapitre 3, parce que je trouve que, et Étienne Klein le disait aussi ce matin, on est dans une période où soit on est dans l'angoisse, parce que le monde nous fait peur et la montagne qui s'effondre nous fait peur, soit on est dans le conservatisme au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait, même si cela est bien destructeur. Et je pense que la rationalité dont parlait Guillaume tout à l'heure, cette rationalité écologique, cette rationalité évidente, elle est totalement possible, mais elle nous invite à être créatifs et elle nous invite aussi à faire ensemble. On a l'impression d'assister à un choc de certitude alors qu'il faudrait réapprendre la nuance et l'attention portée à la fois vers les autres et vers ceux qui nous entourent. Tu veux réinventer l'avenir? Non, c'était pour aller dans le sens de Fiona et dire qu'on fait tous là un constat qui peut paraître un peu plombant. C'est pas grave, on n'a pas peur de ça. On peut dire les choses qui marchent pas. C'est pas parce qu'on expose ce qui ne fonctionne plus qu'on croit plus dans la montagne, qu'on n'aime pas la montagne. Au contraire, si on est tous là, autour de la table, c'est qu'on aime la montagne, qu'on y vit, comme le précisait Franck. Et se projeter, c'est pas facile. Et donc, merci Fiona de terminer là-dessus. Petit moment d'autopromo, mon prochain bouquin, qui sort en mi-septembre, aux éditions Glénat, s'appelle « Pour la montagne ». Tu es dedans d'ailleurs, je crois. Et j'ai sélectionné une quinzaine de personnes qui me paraissaient, dans leur périmètre, qui est parfois assez modeste, agir pour la montagne, avoir des idées innovantes, mettre de l'énergie, comme ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Fiona, et ça, c'est encourageant. Et tu as tout à fait raison. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur ces sujets-là, et je sens un basculement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après avoir, entre guillemets, tapé la tête contre tout ce qui ne va pas, contre les lobbies, contre tout ce qui est choquant, je me dis, mais en fait, aujourd'hui, il faut mettre l'énergie exactement sur ce que tu dis, parce qu'elle existe, toutes les idées existent dans la montagne. Souvent en conférence, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez autour de vous. Regardez les élus qui galèrent, regardez les commerçants qui ont des idées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Regardez les hôteliers qui se battent pour avoir des CDI à l'année, regardez qui se battent pour avoir des logements pour leurs employés, regardez tel scientifique, regardez tel, etc., etc. Donc les idées existent, elles sont là, il y a une énergie, comme l'a dit Fiona, et pour l'avenir, il faut qu'on se concentre là-dessus et qu'on fasse, qu'on protège les petites pousses, qu'on l'aide, qu'on les arrose et qu'on les aide à monter. Donc il me semble que notre énergie pour demain, elle doit être là. On arrête de se battre contre ce qu'on est en train de perdre et contre ceux qui protègent ce qu'on est en train de perdre. C'est des gens du passé. Domaine Skiable de France, l'Association des maires de montagne, le COJO, le CIO, c'est des gens du passé. Arrêtons de les pointer du doigt. Concentrons-nous sur toutes les énergies individuelles et parfois collectives qui émergent en montagne. Là se trouve l'avenir. Oui, je peux rebondir. Il y a plusieurs mots qui m'ont paru vraiment importants justement pour rebondir. C'est le terme de propriétaire. Pour moi, ne soyons pas propriétaires, mais soyons responsables, justement dans le même sens que ce que vous disiez. Responsables dans nos actions individuelles, comme le fait Fiona par exemple en venant en vélo, mais chacun à son échelle, et dans nos actions collectives. Pour moi, le collectif, il est vraiment central dans nos montagnes. Je comparais tout à l'heure à d'autres espaces ruraux. Justement, il y a d'autres espaces ruraux qui apprennent et qui reprennent du collectif. On voit naître un peu partout dans ces espaces des fermes collectives de jeunes, par exemple. Écoutons-les et regardons ce qu'ils font. En montagne, on est loin, loin, loin encore de ces fermes collectives. Et pour moi, c'est vraiment un bel exemple de partage et puis de mise en avant
qui font on pourra y arriver en fait. Vous avez écrit pour ou contre les JO, pour la montagne, et personne ne s'intéresse vraiment au service public. Or, on a une montagne qui est d'un côté désertifiée, c'est dans les hautes vallées des Alpes, et puis d'un autre côté une montagne qui est essoufflée par l'urbanisation dont on parlait tout à l'heure et par la gentrification excessive qui empêche aux gens du territoire de s'installer et de continuer à vivre. Et cela a une répercussion sur les services publics et notamment sur l'organisation des écoles, des gendarmeries, des hôpitaux, et là j'en sais quelque chose, se pose le problème donc de l'essoufflement social de ces régions. Alors je ne sais pas si qu'est-ce que l'on pourrait inventer quand on voit que l'urbanisation se développe de plus en plus, mais essentiellement sur des lits froids. Alors je ne sais pas comment c'est dans le Valais. Oui, vous avez tout à fait raison, je partage complètement cette analyse. Je dirais qu'en Suisse, on a peut-être l'avantage d'être un pays fédéral, c'est-à-dire où les cantons, les espaces, on va dire, les territoires, non, il n'y a pas de centralisme. Et donc, de ce fait-là, les ressources sont un petit peu mieux équilibrées entre le centre et la périphérie. Ce qui donne, par exemple, à des cantons comme celui du Valais ou d'autres cantons alpins, les Grisons ou d'autres, une meilleure maîtrise de leurs ressources financières. Et ça, c'est évidemment un gros avantage pour pouvoir maintenir les services publics dont on parle. Ça commence par les routes, hein, l'accès, par exemple, l'accès l'hiver jusqu'au fond des vallées reculées pour que les habitants puissent rester en hiver et, s'ils ont des enfants, accéder aux écoles. Ça, c'est un système, alors je ne connais pas suffisamment les communautés territoriales françaises, mais c'est vrai que c'est un élément clé, parce que si vous n'avez pas de maîtrise financière des ressources, vous ne pouvez strictement rien faire. Ou si vous devez vous adresser à Paris chaque fois qu'il faut élargir un pont ou engager un instituteur, enfin, ou payer un collège, effectivement, c'est compliqué. L'avantage aussi, je ne veux pas vanter la Suisse qui n'a absolument pas de mérite particulier, mais il y a une redistribution interne des ressources. Par exemple, habitant à Genève, nous avons reversé à peu près 450 millions de francs, donc de 500 millions d'euros, au canton. Alors là, c'est mon côté valaisan, a touché 350 millions d'euros de la part des cantons riches. Donc, il y a des rééquilibrages. Alors, il y a l'Europe, je crois que l'Union européenne qui contribue, etc. Mais c'est vrai que sans ressources, il n'y a pas de collectivité. Tu as dit deux gros mots, Michel. Attention. Tu as dit service public, et puis il y en a un derrière. Intérêt général. Mais on s'en fout en station de ski. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. L'Alpe d'Huez a fermé, passé de 7 à 3 classes. L'Alpe d'Huez, une des stations les plus performantes du monde, est passée de 7 à 3 classes. Morzine a fermé 4 classes. Morzine, station de moyenne montagne, habitable à l'année, a fermé 3 classes. C'est pas le sujet, les services publics, on s'en fout. Non, mais tu dis ça parce que tu es jeune. Moi, à mon âge, je préfère effectivement qu'il y ait Non, je dis ça de façon... Michel, je dis ça. Je commence à être vieux. Hein. Non, je sais bien. Non, c'est ce que me dit ma mutuelle quand je renégocie. Non, mais c'est tout à fait ironique. On s'en fout parce que ça n'est pas le sujet des maires. Le sujet des maires, c'est pas la vie à l'année. Ça saurait. Non. Le sujet des maires, c'est de continuer à construire des résidences touristiques pour faire entrer du blé et pouvoir financer un centre sportif. Alors ça, par contre, on a des beaux centres sportifs, des piscines, des trucs. On va envoyer un nouveau centre sportif, on va enlever des belles... Ah, ça, c'est super. Bon, ils sont fermés à l'intersaison, bien sûr. Donc, les services publics ne sont pas du tout dans le radar. Et je le regrette autant que toi. Mais c'est bien, c'est la question que je voulais poser à Fiona, qui était cette dualité entre finalement l'attractivité et l'activité d'une vallée. Ce sont deux choses différentes et qui s'opposent parce que ça a des retombées à la fois sur l'activité sociale et humaine de ces territoires. Oui, je pense qu'Anne complétera sur justement cette montagne habitante, habitée. Je pense que c'est intéressant qu'on dézoome quand on parle de montagne, parce que quand même, quand on est ici en Haute-Savoie, on est dans des territoires riches
Et donc la question, c'est pas le manque d'argent public. La question, c'est où est-ce qu'on met l'argent public. C'est très différent que si on va dans certaines vallées ariégeoises, par exemple, ou même si on dézoome de la montagne, si on va dans certains départements de France, où là, la question, c'est le manque d'argent public. Donc là, en effet, on en vient sur une question de priorisation politique. C'est une première piste. La deuxième chose pour moi, c'est dans ce changement de paradigme culturel, en effet, il va falloir qu'on sorte de cette quête permanente de l'attractivité, du toujours plus de flux qui vient sur notre territoire pour consommer le territoire à court terme, mais penser en effet, ce terme qui vient de plus en plus, il est d'habitabilité, faire en sorte qu'on puisse vivre à l'année. Je pense que dans certains territoires, en effet, on n'en est pas là. Et c'est dommage parce que tous ces territoires qui continuent en 2025 à miser sur l'attractivité plutôt que sur l'habitabilité, ils n'ont pas une vision d'avenir. Ils sont dans une approche très court terme et finalement, ils mettent leur population en difficulté. En parallèle, moi, je vois des communes, par exemple, dans Beldon, j'ai une commune pas loin de chez moi qui s'appelle Les Adrets, où la municipalité, et d'ailleurs sur tout Beldon, ils sont en train de travailler sur essayer de racheter du foncier pour l'activité agricole, parce qu'on manque d'agriculture, et en effet, nous, on est pas très loin de Grenoble, donc il y a une pression foncière. Ça, je trouve que c'est une action forte qu'un conseil municipal peut faire, c'est de racheter du foncier à destination d'un besoin vital premier, pouvoir manger. Ça, c'est des pistes. Penser habitabilité. La deuxième chose aussi, c'est, je pense que la société de demain, elle sera post-carbone, donc on utilisera moins notre voiture. On pourra plus se permettre de se déplacer autant, qu'on le veuille ou non. C'est un fait, c'est physique. Et ça, je pense que ça va nous permettre de revoir totalement notre manière de nous déplacer. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre encore de faire de la distance 10 km pour aller chercher une baguette. Alors, tu vas peut-être le faire en vélo, mais bon, tous les jours. Et par contre, dans la société post-carbone, tous les territoires, en montagne et ailleurs, vont devoir repenser leur activité. C'est-à-dire que les services publics, où on était dans une logique où on inverse, où on centralise les services publics et où on fait du numérique, bah peut-être que demain, ces services publics, ils vont être obligés de se retrouver dans les territoires. Et puis, des activités artisanales qu'on ne faisait plus, on va peut-être les retrouver de nouveau dans nos territoires. En fait, ça ne veut pas dire qu'on va retourner dans le passé. Moi, j'ai pas envie de retourner dans le passé. Mais par contre, il y a peut-être une reconfiguration de notre territoire qui peut être très positive, tout simplement parce que la société, elle va changer. Donc, on voit bien que voilà, cette question des services publics, on peut la prendre par tous les bouts. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette montagne habitante, cette montagne habitée. Chez Montagne Learness, on parle de montagne à vivre. Je pense qu'à partir du moment où on n'est pas dans ce paradigme-là, en fait, on n'est pas dans l'avenir, on est clairement dans le passé. En étant lucide sur soi-même, parce qu'on est très gâté dans ces départements-là, ce qui paraît extrêmement facile et ce qui freine peut-être nos capacités d'adaptation et de modification de nos comportements. Je connais bien aussi des départements ruraux comme la Sarthe par exemple, où il y a des capacités de rebond qui sont très dynamiques pour justement sortir de la pauvreté, parce que c'est des départements où il n'y a pas grand-chose et où effectivement il faut mieux vivre avec les ressources dont on dispose. Merci. Oui, je voulais rebondir sur ce terme d'habitabilité qu'on entend beaucoup ces dernières années et qui peut paraître parfois être un gros mot. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond derrière. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article dessus qui est accessible en ligne sur le site Géoconfluence. Bon, on a essayé de le rendre le plus accessible possible, ça reste un peu de la recherche aussi, mais en tout cas pour moi c'est vraiment aussi ce changement de paradigme vers lequel il va falloir se tourner, et vers lequel on doit maintenant se tourner, cette habitabilité, c'est-à-dire les éléments qui nous permettent de vivre dans un territoire et que nous on estime important pour nous. En fait, l'habitabilité, c'est chacun qui la vit en fonction d'un certain nombre de paramètres, et notamment de sa propre capacité d'adaptation. Donc ça peut être des conditions matérielles, mais ça peut être aussi des conditions de vie, des conditions de qualité de vie, de sensibilité, des choses d'intégration aussi dans tout le vivant dont on parlait, dont Guy tout à l'heure parlait. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte, c'est très large. Chacun en fait un petit peu son comment dire,
fait son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de ça, mais ça doit être une ligne directrice et c'est plus quelque chose qui doit être relié à une montagne économique, de loisirs, etc. Oui, il me semble que c'est vraiment important. Et donc, du coup, lié à cette habitabilité, il faut aussi penser à tout ce qui est de rapport à la santé. Je pense que, Michel, tu voulais un petit peu aussi parler de ça dans les services publics. C'est clair qu'aujourd'hui, les départements de Savoie et de Savoie sont vraiment bien lotis. Quand on voit dans des vallées comme le Beaufortin, des maisons de santé qui tournent vraiment très bien avec l'arrivée de médecins très fréquentes, il suffit de passer dans le département de l'Ain pour voir que les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'il est difficile de trouver ne serait-ce qu'un médecin généraliste pour soi-même. Donc, cette question de santé, elle est aussi questionnée de manière générale. Qu'est-ce que nous, on a besoin comme condition pour vivre en santé dans nos territoires de montagne? Ça peut être des services, mais ça peut être aussi simplement un rapport à la pollution qui est diminué, et pollution en tout genre. Je pense notamment, par exemple, aux pollutions de l'eau, aux PFAS, dont on parle de plus en plus. C'est vraiment énorme tout ce à quoi ce qu'il faut penser, mais en tout cas, rester avec un champ large et une sorte de système dans sa tête pour toujours remettre en cause les choses. C'est la montagne à vivre avec des efforts déployés au niveau collectif et individuel, ou bien alors la montagne plaisir à n'importe quel prix. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Franck. Montagne à n'importe quel prix, surtout pas. Juste, moi aussi, j'ai une petite note positive à annoncer. C'est l'hiver du Covid en 2021. La station des saisies était remplie à 70%. Et croyez bien qu'il n'y avait pas bien sûr de ski alpin, mais les gens sont quand même venus. Ils sont quand même venus simplement pour vivre la montagne, pour habiter à la montagne quelques semaines. Ça reste un milieu attractif, intéressant, même sans ski alpin. Donc, il faut arrêter de croire que le jour où il n'y a plus de ski alpin, on n'a plus qu'à plier les gaules. Je crois vraiment au contraire qu'il y a encore une vie largement possible en montagne, y compris avec le tourisme. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas du surtourisme. Donc on a, nous aussi, des points d'accroche qui sont très intéressants, notamment, je vous explique ça en 2021, avec un taux de remplissage à 70%, avec des gens qui savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas faire de ski alpin. Donc c'est un bel espoir pour moi de la part de nos clients, de la part des gens qui viendront encore à la montagne, quel que soit finalement le but. Voilà, c'est un moment de refuge, un moment d'évasion, et j'espère pouvoir leur proposer ça encore longtemps, mais pour peu qu'on la protège de l'urbanisation et de nos installations de remontée mécanique. Mais aujourd'hui, ce qui fait vivre la montagne, je vous rappelle, c'est le tourisme et la remontée mécanique et l'immobilier. Mais demain, pour les salons à venir, eh bien, nous pourrons faire la publicité des livres de Guillaume Desmurs, parce que ces droits d'auteur nous permettront de financer le salon. Voilà. Et puis, on pourra peut-être réinventer une autre façon de vivre en montagne en créant un club de petits chevaux aux saisies. Donc, comme ça, effectivement, on pourra effectivement y habiter dans le plaisir simple. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Oui, madame? Oui, alors je voudrais simplement, je n'ai pas besoin de micro, si je parle assez fort, est-ce que tout le monde vous entend? Non. Nathalie Hagenmüller, je travaille pour Montagne Wilderness en tant qu'administratrice, donc j'ai déjà une partie de mon discours acquis, mais je voulais revenir sur la notion, le mot n'a pas été prononcé, mais il était sous-jacent tout le temps, c'est la notion de lien. Et aussi sur, moi je voudrais porter un message d'espoir. Il y a quand même beaucoup de poches de résistance et beaucoup de gens qui réfléchissent. Le tout, c'est de savoir pénétrer les instances pour comprendre d'abord, parce que évidemment, il y a des discours différents.
rentrer par exemple dans la protection, le plan de protection de l'atmosphère, on se rend compte des difficultés et du facteur multifonctionnel, ou plutôt qui ne fonctionne pas, mais on se rend compte aussi qu'il y a des efforts de fait. Donc c'est pas que du négatif, on sait très bien que tout est complexe, c'est appréhender la complexité, mais se rendre compte qu'il y a des solutions aussi toutes simples. Donc ça veut dire pénétrer les instances pour y porter sa voix, donner de la voix et simplement dire que on ne peut pas rester inactif. Donc quand je vois des consultations publiques avec très peu de personnes qui se déplacent, quand je vois que, alors c'est un devoir de transparence, hein, c'est un principe de la loi Arus et c'est un principe qui est obligatoire. Et que nous avons à apporter notre discours en tant que citoyen, en tant que socio-professionnel, en tant que collectif, en tant qu'association. Voilà, on ne peut pas ne pas prendre part au débat citoyen. Montagne Wilderness a lancé une grande consultation citoyenne qui a été écoutée et à laquelle ont participé plus de 25 000 intéressés. Et ça n'était pas que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ni que pour les Parisiens. C'était tout le territoire national. Donc, tout le monde a des idées. Il suffit simplement, par contre, de les rendre concrètes. Donc, rendre son territoire vivant, ça veut dire s'impliquer, ça veut dire aussi rencontrer ses voisins. Ça veut dire aussi peut-être travailler à plus petite échelle. Et pour cela, il faut quand même penser avec et autour d'une même table. Dans la transition du tourisme en montagne, les états généraux de la transition du tourisme en montagne, la consultation citoyenne a réuni des personnes de différents bords autour d'une même table. C'est aussi se connaître, savoir qu'on a des intérêts parfois différents, mais aussi des intérêts communs. Et que face à un agriculteur, une agricultrice ou à un responsable des mécaniques, il y a quand même des pensées à avoir en commun, et y compris avec les entreprises. Voilà, c'était juste un témoignage. Comme vous pouvez le voir, Nathalie est bien engagée au sein de Montagne Wilderness, c'est notre déléguée locale sur les départements. Donc pour toutes celles et ceux qui auront envie de s'engager justement sur la préservation de la montagne et l'équilibre entre une montagne préservée et une montagne à vivre, je vous invite à aller voir Nathalie juste à la fin de la rencontre. Bernard? Est-ce que je peux juste le mot de résistance? Je suis toujours... Pardon. C'est un petit détail sémantique, mais qui a son importance. Merci beaucoup. Résistance. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise pour ne pas rentrer dans une structuration du débat qui nous est imposée par ceux qui décident. Ceux qui décident aujourd'hui nous imposent un discours, une réflexion, une vision du monde qui est binaire. C'est vous êtes contre ou pour. Si vous êtes critique des stations de ski, vous êtes contre. Moi, je le vis tous les jours. Je pense que Franck aussi. Et je précise, avec courage, il faut arriver à l'ouvrir. Fiona aussi. Quand on apporte la moindre critique, on est contre. Donc, je fais juste attention sur ce mot de résistance, de lutte, de combat, que je m'emploie à ne pas utiliser. Il ne faut pas se faire enfermer dans une vision du monde binaire. Voilà, le monde est complexe et la solution, c'est pas oui le ski ou non le ski. La solution, c'est pas oui les promoteurs immobiliers, non les promoteurs immobiliers. Donc, c'est vraiment, ne rentrons pas dans ce jeu-là de pour ou contre, de combat, de lutte. Parce que là, on se fait enfermer et on se fait enfermer dans notre réflexion, dans nos idées et donc dans notre capacité à imaginer l'avenir. Voilà, c'était juste une petite... mais sur le reste, je suis d'accord avec vous. Il faut éviter d'être culpabilisant et inefficace. Oui, et Bernard Ami, membre de Montagne Wilderness également. Mais je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire à propos des combats, des choses, etc. Il y a un mot qui a été utilisé beaucoup, là, qui est le mot rationnel, la rationalité. Je voudrais juste dire, en tant que scientifique,
c'est qu'il n'y a pas d'irrationalité. Il n'y a pas de genre rationnel et de genre irrationnel. Il n'y a que des rationalités cachées. Chacun a sa propre. Tout être humain vit et réagit de manière rationnelle en fonction de ce qui lui permet de décider à chaque instant. Et donc, il ne faut pas dire il y a les rationnels et il y a les irrationnels. Il faut toujours essayer de comprendre quelle est la rationalité de celui qu'on a en face. Et à partir de là, on commence à pouvoir discuter. C'est l'intérêt bien compris des acteurs qui, effectivement, suivent leur propre objectif au détriment de ceux des autres. Est-ce qu'on juste... Encore une question, juste une dernière question, Simone. Je rebondis juste pendant que Michel monte voir Simone. Si on ne parle pas de rationalité et d'irrationalité, est-ce qu'on peut aussi parler juste de bon sens? Oui, alors, c'est deux constats. Je pense que quand même la municipalité de Chamonix, semble-t-il, a pris quand même conscience de la promotion immobilière. Je pense qu'ils ont pris des décisions en ce qui concerne l'arrêt de construction d'immenses chalets. Alors, je ne suis pas de Chamonix, je ne sais pas si quelqu'un peut préciser ça, mais c'est quand même un point positif. Vous dites que de toute façon, les maires s'en fichent complètement. Et bien, Chamonix, ils ont pris conscience de ça et ils ont essayé de prendre des décisions. La deuxième chose, c'est qu'on a à Passy, je ne sais pas si vous le savez tous, un institut éco-citoyen dont je suis membre. C'est le deuxième institut éco-citoyen de France, après celui de Fos-sur-Mer, pour mettre tout en commun au niveau de la population, des scientifiques. C'est le début, je ne sais pas si vous savez que ça existe à Passy. C'est un immense espoir. Ils étudient la pollution atmosphérique, ils étudient des tas de choses. Ils ont un conseil scientifique exceptionnel avec des scientifiques, des cancérologues et tout ça. Donc l'Institut éco-citoyen de Passy, il a environ 2 ans et il va faire plein de communications que je vous invite à suivre. Et c'est vraiment travailler ensemble. Alors, est-ce que cet institut éco-citoyen a pu donner son avis sur le trafic routier à destination du plateau d'Assy? Est-ce qu'il a pu donner son avis sur la construction d'un nouveau télésiège à la station de Plaine-Joux? Voilà. Est-ce qu'il a donné son avis sur ce télésiège? Il n'existait pas encore. Voilà. C'est pratique. Est-ce qu'il a écouté? Quels sont les mécanismes qui font que la mairie, les décisions municipales, doivent tenir compte de ce que vous faites? En fait, la clé, elle est là, parce qu'on peut créer autant d'instituts qu'on veut. On peut pas, c'est comme les enquêtes publiques, on peut pas les écouter. Voilà. Enfin, on ne va pas refaire le match, mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits parce qu'il y a une prise de conscience. J'étais à une réunion l'autre jour avec Nathalie et on peut vraiment être satisfait de l'engagement à la fois financier qui est apporté pour justement limiter un peu les dégâts. Et effectivement, oui, mais je veux. C'est un vrai problème. Mais il y a des efforts qui sont faits. Je pense que mon idée, c'est pas de balayer d'un revers de main. Mon idée, c'est de dire, c'est pas suffisant. Ce que fait la mairie de Chamonix, ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais c'est un début. Peut-être, mais il faut aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Continuons, c'est un début, continuons le combat, comme en 1789. En tout cas, je voudrais revenir sur la notion de bon sens. Il faut faire attention, parce que je ne suis pas spécialiste, mais je sais que les sociologues des organisations pensent qu'il ne faut pas organiser les dysfonctionnements au nom du bon sens. Il faut vraiment avoir des arguments d'appréciation objectifs en essayant de voir ce qui est bien pour la communauté et ce qui est moins bien. Je pense qu'on arrive à la fin de la table ronde, et je vous remercie. Pardon ? Franck. Franck, on parlait tout à l'heure de Chamonix qui stoppe un petit peu son urbanisation. Ça a été le cas de communes comme à Bourg-Saint-Maurice où on a arrêté toute construction et ça se fait très très bien. Donc c'est la seule en France pour l'instant qui a pris cette action-là. Mais en tout cas, ça existe. Donc ça demande à avoir des émules et c'est bien la preuve que les choses peuvent avancer et franchement.
Tignes et Métabien, on me dit dans l'oreillette. Non, ça bouge, merci. Et donc, pendant que tu as le micro, Franck, je voudrais, avant de conclure cette session, demander à chacun un message d'espoir. Alors, Franck, quel espoir? Une autre médaille d'or? Mon espoir, c'est donc... ça suffit, l'or. Ouais, comme disait mon père, médaille d'argent, c'est mieux que médaille de bronze, mais c'est moins bien que l'or. Donc voilà, je me satisfais de ce que j'ai obtenu pendant ma carrière. Le message d'espoir, je vous l'ai dit, c'est pour moi 2021, l'hiver du Covid, où la station était remplie, et donc les capacités économiques existent malgré tout. C'est une question de temps. Je voudrais surtout qu'on arrête de dire que si le ski s'arrête, tout s'effondre et tout s'écrase, et donc on n'est pas capable de réfléchir à ça, c'est totalement faux. Et puis le dernier espoir, c'est celui qu'on vient de signaler, c'est-à-dire que vous avez une commune comme Bourg-Saint-Maurice qui est capable de prendre une décision radicale en disant on arrête toute construction parce qu'on n'est pas capable d'assumer le service derrière. Et ça, c'est un immense espoir pour moi, et j'espère que ma commune un jour prendra cette décision, j'en serai très très heureux. Il y a plusieurs stations, Tignes, Métabier, Bourg-Saint-Maurice. Il se passe plein de choses dans le Vercors aussi, dans l'Oisan, avec des citoyens, des habitants de la montagne qui se regroupent et qui travaillent ensemble. Mon message d'espoir, c'est que le pessimisme ne sert à rien. Voilà. Donc on est là, on est vivant, il y a de l'espoir. Donc concentrons-nous sur comment est-ce qu'on veut vivre demain en montagne. Est-ce qu'on a envie de vivre dans des territoires où on a 90% de résidences secondaires qui sont fermées 8 mois sur 12 sans service à l'intersaison? Voilà. Est-ce que c'est ça? Alors, si c'est oui, ben ok, on y est, allons-y, continuons. Mais concentrons-nous, et c'est ce qu'on disait, sur l'habitabilité, sur comment on veut vivre demain en montagne. Voilà. Et travaillons ensemble là-dessus. Et si on n'avait pas d'espoir, on ne serait pas là, c'est évident. Excusez-moi. Mon message d'espoir, c'est en fait tout ce qu'on voit tous les jours au quotidien, tout ce que chacun de vous aussi fait au quotidien et qui montre bien que des choses se passent. Et dans un pays où la critique et l'esprit critique est largement développé, c'est aussi voir que ces petites avancées, ces petites choses positives ou ces grosses choses positives qui avancent, ben, elles peuvent construire une utopie. Et pensons donc l'utopie plutôt que la dystopie. Merci. Bon, j'aurais un conseil, c'est économisons l'eau. On n'a pas parlé de l'eau, mais pour moi, l'eau est un problème encore aussi vital, disons, que le réchauffement. Et on se dépend d'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glacier, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est peut-être un conseil ou une injonction auquel il faudrait être attentif. Et puis, autrement, message positif, c'est allons dans la montagne, vivons là, parce qu'elle est foncièrement accueillante, c'est pas toujours facile, mais elle est effectivement foncièrement hospitalière. Moi, mon espoir, il est véritablement dans les forces vives citoyennes, ces énergies humaines qu'on voit dans tous les territoires. Très récemment, il y a eu la décision du tribunal administratif qui a arrêté le projet de 5e retenue collinaire à la Clusaz, et notamment grâce à la mobilisation des collectifs citoyens, la mobilisation des associations, et aussi parce que le juge administratif considérait justement que ça n'allait pas, cet intérêt économique n'allait pas du tout dans le sens de la préservation et de la montagne. Donc ça, c'est un signal très positif. Je pense que quand je passe de la force des collectifs citoyens, je le cite souvent, c'est le collectif Vercors Citoyen, 1000 habitants, 1000 personnes au sein de ce collectif, des habitants et des personnes qui ne vivent pas de ce territoire, mais qui aiment ce territoire, qui sont en train de faire bouger des lignes par rapport à un projet d'aménagement, un projet du Vieux Monde, le projet dit Tony Parker. Et eux, ils se mobilisent contre le projet,
mais surtout ils se mobilisent pour la vie de leur territoire et ils sont en train de créer une véritable dynamique sur le plateau du Vercors, justement pour préserver l'eau, repenser l'accueil en montagne, pour développer une activité agricole. Ils ont fait une nouvelle délégation de services publics pour leur station de ski. Enfin, il y a une créativité, une intelligence humaine et collective qui est très forte. Et puis mon troisième message d'espoir, ça va dans le sens que tu dis, Franck, c'est que moi je vis en Beldon, je vis dans un village où il n'y a pas de remontée mécanique. Par contre, je croise de plus en plus de jeunes qui vont en montagne, qui ont envie de montagne, qui ont besoin de montagne. Et du coup, je sens que cette montagne, elle est aimée, elle donne envie. Par contre, la vraie question, c'est comment à la fois on continue à accueillir tout en la préservant. Et quand on a lancé la consultation citoyenne dont Nathalie parlait tout à l'heure, 25 000 participants, on a posé une question très simple. Quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030 ? La première idée très concrète, ça a été d'accueillir en montagne et de sensibiliser les publics sur la richesse, la fragilité et la préservation de nos montagnes. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'envie là-dedans. Et je pense que l'argent public, on devrait vraiment le mettre sur ce sujet-là et pas sur l'attractivité du surtourisme comme on l'a fait ces dernières décennies. Tous les JO qui le répètent. Voilà. Et puis pensons aussi à l'héritage qui nous a été légué et construisons ensemble un avenir raisonnable en évitant trop d'opposition frontale et d'injonctions culpabilisantes. En tout cas, merci Fiona, merci Guy, merci Franck, merci Guy, merci Anne. Et puis, je vous invite à les rejoindre sur le palier pour que nos amis vous dédicacent leurs œuvres que je vous recommande. Donc, Réinventons la montagne de Fiona Mill aux éditions du Faubourg. Guy Mettan Valais aux éditions de Nevicata dans une très belle collection L'âme des peuples et La veille sauvage aux éditions Slatkin. Franck Picard, son œuvre complète aux éditions des passionnés de bouquins. Guy Desmurs qui partage ses œuvres entre Guillaume Desmurs, Le crépuscule des jeux aux éditions Guérin, et puis Anne, sa thèse Vivre et s'installer en montagne aux presses universitaires de Grenoble. Voilà, merci de votre attention et à tout à l'heure pour découvrir la montagne à vélo avec Michel Zabou.